la vie continue. Et en fait, on se rend compte petit à petit que l'union économique et monétaire va accroître les déficits commerciaux et économiques en Europe. De fait, les pays économiquement les plus fragiles ont été incités avec l'euro à faire des investissements plus importants et à baisser les efforts qu'ils auraient sans doute fait pour maintenir, sinon pour maintenir leur balance commerciale. On va d'ailleurs les inciter à consommer et à acheter, pas uniquement pour les Jeux Olympiques d'Athènes ou l'exposition de Lisbonne ou la modernisation des armées, et notamment des armées grecques, mais je vous rappelle que dans les dépenses militaires grecques, budget extrêmement important parce que vous comprenez, l'ennemi turc est juste en face, on a eu beaucoup de ventes de matériel militaire allemand qui étaient très contents que les Grecs achètent dans le cadre de l'union économique et monétaire, tout ça. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'Allemagne a vu sa balance commerciale rebondir miraculeusement, la balance commerciale de tous les autres se casser la gueule, pas miraculeusement. La crise des subprimes met fin à l'illusion de la prospérité monétaire, où le simple fait d'être dans l'euro, tout allait bien, on allait connaître une croissance infinie, débarrasser des aléas monétaires, des jeux d'évaluation, surévaluation, etc. En oubliant au passage que l'euro lui-même était surévalué. Les États-Unis, pendant ce temps-là, confrontés à la crise des subprimes, puis la crise financière, puis la crise économique et sociale, relancent la machine comme ils savent le faire à chaque fois. Ils vont investir à fond, ils vont faire marcher la planche à billets, le dollar est la monnaie de référence internationale, donc ils y vont, personne ne les engueulera. Ils le font, ils s'en sortent comme ça, mais en Europe, on continue la même politique monétaire qu'avant, et il faut surtout faire attention au déficit et à l'inflation. Donc la crise économique va révéler ce que je vous disais tout à l'heure. Les pays industriels exportateurs, l'Allemagne, accumulent les excédents, les autres accumulent les déficits commerciaux et la dette budgétaire. Et forcément, les logiques se déplaçant des enjeux monétaires vers les enjeux internes, la seule manière de s'en sortir, c'est la course à la compétitivité, mais la compétitivité contre les autres. Donc on va jouer sur la fiscalité interne, on va jouer sur la fiscalité des entreprises, on va jouer sur le droit du travail, etc. etc. Donc la pression libérale, y compris en interne, et pas uniquement venant de l'Europe, mais la pression libérale pour déconstruire ce qui était le modèle social européen et français, va jouer d'autant plus avec l'accumulation des déséquilibres liés à l'euro. Alors les déséquilibres, ils existaient avant, hein, c'est pas l'euro qui crée les déséquilibres. Je le répète, l'euro n'a fait que renforcer la logique. L'euro n'est pas... voilà. Là, je vous remets les visuels, que vous avez exposés déjà, David, qui est là, hein, qui sont très parlants et qui reprennent en partie ce que j'ai dit avant. Voilà, le centre industriel, le cœur industriel de l'Europe, les flux de marchandises, les flux financiers et le taux de chômage de l'Union européenne. En vert clair, en jaune, c'est là où tout se passe bien, et en bleu foncé, c'est là où il y a des chômeurs. L'achèvement de l'architecture ordolibérale, ce qu'on a appelé le traité Mercosur, le TSCG, le six-pack, le two-pack. On commence par le six-pack, parce que c'est lui qui vient d'abord. Donc c'est en fait le pacte de stabilité et de croissance qui est renforcé. Le six-pack, c'est quoi? C'est 5 règlements plus une directive qui vont être adoptés au courant de l'année 2011. Et donc, à partir de décembre 2011, si on est en procédure de déficit excessif, ce qui était le cas à l'époque de 23 États sur 27, et qui ces États concernés ne se conforment pas aux recommandations que le Conseil leur adresse, ce Conseil leur imposera des sanctions, sauf si une majorité qualifiée d'États s'y oppose. Ce qu'on appelle la majorité qualifiée inversée. Avant, il fallait des majorités qualifiées pour des trucs positifs. Maintenant, il faut des majorités qualifiées pour empêcher des trucs. Donc, il faut avoir un objectif à moyen terme
pour garantir la viabilité des finances publiques. Et cet objectif, c'est la Commission européenne qui le fixe pour chaque État. Un OMT, c'est quoi? C'est prévoir un retour à l'équilibre structurel des comptes publics. Le déficit structurel, il doit être limité à 1% du PIB. Et pas simplement limiter les dépenses, mais s'assurer qu'il y aura des recettes équivalentes en face. C'est notamment là où on va avoir des difficultés, notamment avec les pays du sud de l'Europe, à partir de toutes les conséquences de la crise subprime. Donc on a des systèmes de surveillance renforcés, avec un volet préventif qui est modifié, on parle de mécanismes d'incitation, mais c'est en fait des mécanismes de sanctions en cas de non-respect de l'objectif budgétaire fixé par les États. Voilà. Le volet dette, c'est les pays qui ont une dette qui dépasse 60% du PIB feront l'objet d'une procédure de déficit excessif s'ils ne réduisent pas de 1/20 par an sur une moyenne de 3 ans l'écart entre leur taux d'endettement et la valeur de référence de 60%. Et après, vous avez tout un tas de dispositifs qui visent à corriger les déséquilibres macroéconomiques, considérant que les problèmes ne sont pas uniquement des problèmes de gestion financière et budgétaire, mais par exemple, toujours l'idée sociale-libérale, si le Portugal, l'Espagne, la Grèce ou l'Irlande ont des problèmes, c'est parce que soit ils ont fait des mauvais investissements financiers, notamment en Espagne et immobilier, hein, soit c'est parce qu'ils ne sont pas assez compétitifs économiquement. Le pacte de stabilité et le pacte budgétaire européen, donc c'est là le fameux traité Merkozy qui vise à tirer les conséquences de la crise des subprimes. C'est donc de ce qui a été mis à jour comme l'insuffisante discipline des États européens dans le cadre de l'union monétaire. Donc le Royaume-Uni et la République tchèque refusent de rentrer dans le TSCG, donc on va limiter ça finalement au cadre de la zone euro. Et on va les exonérer de rentrer dans le traité Merkozy. Et en fait, le TSCG ne change pas forcément énormément de choses, parce que essentiellement, ces principales mesures sont déjà inscrites dans le droit européen. La réduction du 1/20 par an de la dette supérieure à 60% du PIB, c'est déjà dans le 6-pack dont je vous ai parlé juste avant. La règle d'or, le déficit structurel plafonné à 0,5% du PIB, était déjà limité à 1% du PIB dans les traités européens précédents. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste une aggravation du phénomène. Là, il est précisé que les sanctions peuvent être à hauteur de 0,1% du PIB et que seule une majorité qualifiée inversée pourra bloquer une décision de sanction à l'égard d'un État contrevenant. Sauf que dans le traité Merkozy, il introduit le fait qu'un État membre qui ne serait pas d'accord avec la majorité qualifiée inversée, de blocage des sanctions, pourrait faire appel à la Cour de justice de l'Union européenne pour que la Cour de justice casse la majorité qualifiée inversée et applique quand même les sanctions à l'État. Ça pose problème au-delà même de la logique sanction dont je vous parle tout à l'heure, qui pose question dans une communauté d'États qui devrait être solidaire, parce que pareil, comme tout à l'heure, je le répète, je l'avais dit, la CJUE n'est une instance qui ne dépend de personne, qui n'a de compte à rendre politique à personne. Voilà, donc politiquement, ce qui nous pose problème par ailleurs, c'est que François Hollande s'était engagé à renégocier le TSCG, à la fois pour son caractère punitif, l'aggravation de son caractère punitif, le fait de passer définitivement le caractère punitif dans les traités et l'instauration de cette règle d'or. Il n'a même pas essayé de le faire. Dans le bouquin de Fressoz, il l'avoue lui-même, il dit franchement, qu'est-ce que vous vouliez que j'aille faire en juin 2012 au sommet européen? J'ai même pas essayé, ça servait à rien, j'aurais pas gagné, donc j'ai négocié un peu de temps pour pouvoir... Voilà.
Et donc le TSCG sera ratifié par le Parlement à l'automne 2012, avec donc une petite vingtaine à l'époque de députés socialistes qui voteront contre, en conformité avec la campagne que nous avions menée. Au six-pack s'ajoute enfin le two-pack. Le two-pack, c'est 2 règlements qui vont être discutés à la fois par le Conseil des ministres, la Commission, puis par le Parlement européen. Ce paquet législatif complète le semestre européen. Alors le semestre européen, c'est la période de 6 mois où il y a un dialogue, avec beaucoup de guillemets, entre la Commission européenne et l'État membre pour la préparation de son budget. Et ce qu'on entend régulièrement on est allé présenter notre feuille de route à Bruxelles, la Commission renvoie des recommandations, vous ne faites pas assez d'efforts, vous ne faites pas assez de réformes structurelles, vous n'êtes pas assez contraignant sur les retraites, vraiment votre droit du travail, le marché du travail, il est compliqué, faudrait le simplifier, etc. Voilà, donc c'est pas que des recommandations budgétaires à la fin que finit par faire la Commission. Donc le two-pack n'est pas encore totalement en application puisque, sauf à preuve du contraire, on n'est pas obligé d'adopter le budget encore avant le 15 octobre, sinon on ne serait pas en plein débat budgétaire. Mais la logique, c'est adopter le budget de l'année N+1 le 15 octobre de l'année N. La Commission réexamine, alors qu'il y a déjà eu le semestre européen dont je vous parlais, le projet et émet un avis avant le 30 novembre. La Commission peut demander des modifications à ce projet et le two-pack oblige par ailleurs les États à se fonder sur des prévisions de croissance indépendantes et à soumettre son budget à un organisme indépendant de contrôle budgétaire. En France, c'est ce qui a été changé dans la Constitution, c'est le fameux Haut Conseil des finances publiques. Alors, autant qu'on se fonde sur des prévisions de croissance d'agences indépendantes, c'est pas plus mal. Quand on voit qu'en général, notre propre gouvernement nous explique vous allez voir, l'année prochaine, on va faire 30% de croissance. En général, derrière, il y a l'INSEE, l'OFCE, il dit on est à 0,3, 0,5 points de moins que ce que raconte le gouvernement, donc forcément, on sera plus en déséquilibre que ce qui est annoncé. Ça ne me dérange pas qu'une autorité indépendante faisant des projections économiques nous dise quel doit être notre objectif raisonnable de croissance sur lequel on peut baser le budget. Ce qui est plus gênant, c'est qu'une fois encore, on crée un organisme indépendant sur lequel on devra se conformer pour bâtir son budget. En général, indépendant, ça veut, en tout cas dans la période actuelle, surtout en Europe, ça veut dire libéral. Et donc, bien entendu, en cas de procédure de dépassement et de déficit excessif, la Commission doit être informée régulièrement des mesures prises par l'État et elle peut envoyer à tout moment des recommandations à l'État concerné. C'est ce qui évidemment va se passer en Grèce, on va en parler plus tard, c'est ce qui s'est passé bien entendu dans chaque pays de l'Union européenne qui a été concerné, y compris Chypre n'a été qu'une répétition à petite échelle. Chypre, c'est 500 000 habitants maximum. Donc à l'époque, on s'en était pas trop préoccupé. Quand ça touche un État comme la Grèce avec 10 millions d'habitants, ça a fait un peu plus de résonance. La crise grecque est la démonstration qu'on est rentré dans une séquence post-démocratique. Donc, le 6 octobre 2009, Papandréou, patron du PASOK, reçoit la majorité à la Voulie, et il dit la vérité sur ce qu'étaient les comptes publics grecs, c'est-à-dire que non, ils n'ont pas un déficit de 6% du PIB, ce qui était déjà un dépassement à l'époque, mais on tenait compte de la crise économique et financière. Non, le déficit du PIB est de 12,7%. Donc les gouvernements précédents, et vraisemblablement de différentes couleurs politiques, ont truqué les comptes depuis des années. La note financière de la Grèce s'effondre, plus aucun créancier ne veut lui prêter de l'argent. Plusieurs mois plus tard, la Grèce a déjà pris un plan de rigueur, mais elle ne s'en sort pas. Vous coupez dans les recettes, vous coupez dans les recettes, vous coupez dans les recettes, c'est sûr que les déficits, à la fin, comme il y a
Enfin, vous coupez dans les dépenses, donc vous coupez dans les recettes, donc à la fin le déficit ne s'améliore pas. La dette publique atteint 150% du PIB et donc Papandréou demande une aide internationale en urgence auprès du FMI et de l'Union européenne. On arrive à un accord dans les 2 semaines pour un prêt de 110 milliards d'euros sur 3 ans, donc 80 milliards à l'Union européenne. C'est pour ça que dans les débats qu'on va avoir ensuite sur ce qui va se passer au sein de l'Eurogroupe, l'Union européenne étant le principal créancier, c'est eux qui ont le rapport de force sur la table en disant vous nous devez de l'argent, c'est à nous que voilà. Le gouvernement s'engage par ailleurs à de nouvelles réformes, gel des salaires de la fonction publique, des cotisations de retraite allongées, des hausses d'impôts et une TVA qui passe à 23%. 27 octobre 2011, donc plus d'un an après, deuxième plan de sauvetage de l'eurozone, avec un prêt supplémentaire, un effacement de la dette des banques privées, contre des nouvelles mesures d'assainissement financier. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de la crise bancaire et financière, on sauve en priorité les banques. Alors c'est pas inutile parce que c'est les banques qui font tourner le système monétaire et économique, mais on a quand même plus de facilité à sauver les institutions bancaires que les États eux-mêmes finalement. Et Papandréou dit que l'accord est quand même très contraignant, on va faire un référendum. Oula, Sarkozy et Merkel disent mais t'es fou mon pote, ça va pas se passer comme ça, donc il recule et il démissionne moins d'un mois après. C'est son ancien ministre des Finances, le camarade Venizelos, qui devient Premier ministre, qui fait voter les nouvelles mesures et qui prend encore des mesures extrêmement rigoristes qui créent des manifestations extrêmement violentes. À Athènes mais aussi ailleurs, avec un salaire minimum à moins de 600 €, une réduction de 12% des retraites du secteur public. Un mois après, on a l'accord du FMI et de l'Union européenne qui avait été annoncé à l'automne précédent. La dette est passée quand même à 160% du PIB. On dit qu'on arrivera à 120% en 2020. La dette des banques privées est effacée et le défaut de paiement de la Grèce est évité. Forcément, les socialistes grecs perdent les élections, ils perdent le pouvoir devant la droite. Ils font coalition avec Nouvelle Démocratie, qui sont les conservateurs grecs, qui prennent un nouveau budget d'austérité. La dette publique est là montée à 170% du PIB, comme quoi les cures d'austérité, ça marche à fond, et puis on a vu les dégâts sociaux que ça a créé. On demande un délai de 2 ans supplémentaires pour atteindre l'équilibre budgétaire. Mais enfin, le 1er avril 2014, on ne peut pas dire que tout ne marche pas, la Grèce revient sur les marchés financiers, dégage un excédent budgétaire hors dette, et même c'est le pays qui est le plus financièrement et budgétairement le plus vertueux d'Europe, et qui gagnerait sans doute beaucoup d'argent s'il n'avait pas une dette aussi forte. Et finalement, les Grecs en ont un peu ras-le-bol, ils votent pour la gauche radicale, pour Syriza, qui loupe de peu la majorité absolue, qui va faire alliance avec un petit parti, les Grecs indépendants, qui est l'équivalent du Dupont-Aignan en France, hein, c'est pas des fachos non plus. Par contre, Samaras, lui, avait été dans sa coalition avec des vrais fachos. Rappelez-vous, à l'époque, ça avait posé de problème à personne. Il veut renégocier le plan de sauvetage, il veut mettre un terme aux mesures d'austérité qui a créé une baisse de 25% du PIB et un chômage à 25%, et il veut rester dans l'euro. Est-ce que les Grecs avaient une chance de s'en sortir dans tout ça? En fait, ils vont aller discuter avec l'Eurogroupe, puisque ils veulent rester dans l'euro. L'Eurogroupe représente finalement les créanciers, mais l'Eurogroupe n'est pas une instance politique, c'est une instance informelle. Et elle se croit une instance technique. D'ailleurs, à chaque fois que les Grecs diront « mais il faut un arbitrage politique, il faut un arbitrage politique », on leur dira « mais revenez devant nos groupes techniques ». Voilà. Et donc, la supposée froideur technicienne de l'Eurogroupe ne va faire que révéler la violence politique rendue possible par la logique ordolibérale de l'actuelle Union européenne. Donc, dès le départ, Dijsselbloem, qui est le président de l'Eurogroupe et qui est un camarade néerlandais, va les menacer
de les écraser, de faire effondrer l'économie grecque et leur système bancaire. Varoufakis s'est dit ouais, j'avais enregistré les propos, je les ai pas diffusés parce que je pensais qu'on pouvait discuter entre gens raisonnables, j'ai pas osé le diffuser à l'époque. Bon, résultat, la BCE coupe le robinet de crédit aux banques grecques. Vous avez vu la queue devant les distributeurs en Grèce, ils n'arrivaient même pas à retirer plus de 50 euros. Et encore parce qu'il n'y avait plus de billets de 20 euros, donc ils avaient le droit de retirer jusqu'à 60 euros, mais comme il n'y avait plus de billets de 20 euros, ils ne pouvaient pas retirer plus de 50 euros. Et donc c'est le 13 juillet que Tsipras signe le fameux troisième mémorandum, le pistolet sur la tempe. C'est pour ça que je dis que c'est la BCE qui tenait la crosse, qui était chargée par le groupe, mais c'était la BCE qui tenait la crosse du flingue sur la tempe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Grecs n'ont jamais eu recours au chantage de la sortie organisée de l'Union européenne, de la zone euro. Donc à partir de ce moment où les Grecs n'ont jamais dit attention, on peut sortir de la zone euro et de vous créer un bordel politique intense, les autres ils s'en sont donnés à cœur joie, ils ont dit vous allez accéder à ce qu'on exige de vous et point barre. Et puis il y a quelque chose mais qui est partagé vraisemblablement par toutes les gauches en Europe, à quelques exceptions près, c'est que l'idée même qu'on puisse aboutir à une déconstruction d'une partie d'un des dispositifs communautaires européens mettrait en cause une construction internationale et nourrirait l'extrême droite. Or, le problème, c'est que c'est la déconnexion entre l'idéal européen et le fonctionnement des institutions qui est en train de tuer l'idéal européen et qui nourrit la droite radicale, les populismes, etc. Donc 6 mois après la victoire de Syriza, quelques erreurs politiques, sans doute le fait de ne pas avoir mis sur la place publique ce qui se passait dans l'eurozone, dans l'Eurogroupe, etc. Et puis sous l'effet d'un chantage politique comme vraisemblablement aucun pays de l'Union européenne n'avait eu droit jusqu'ici, les espoirs qu'on avait pu placer en Syriza se sont effondrés. Il faut dire qu'ils n'ont pas été beaucoup aidés, puisque l'aide de la France, ça a été de dire capitulez comme nous. Allez, capitulez, comme ça, on va vous aider à rester à la table des négociations. Faites comme nous en 2012. Dites amen à tout et vous verrez, ça ira mieux. C'est une aide effectivement monumentale. Donc la question qui est posée aujourd'hui, concrètement, c'est pour ça que je parle de dérive de la construction européenne et est-ce qu'elle est résistible ou irrésistible, c'est peut-on concevoir aujourd'hui une politique alternative à l'ordolibéralisme dans le cadre européen tel qu'il est, soit au niveau national, dans le cadre des contraintes de la construction européenne, mais est-ce qu'on peut, avec plusieurs États qui reviennent autour de la table en disant stop, arrêtez, il faut faire autre chose, est-ce que même les institutions européennes, le fonctionnement des traités aujourd'hui permettrait ça? Et puis le temps qu'il y ait plusieurs États qui arrivent avec la même idée en tête de ce qu'il faudrait revendiquer, ça... Voilà. Les voies d'évolution possibles, donc c'est la conclusion, et j'aurais presque... Voilà. Le saut fédéral. Alors, le saut fédéral. Donc, l'Union européenne est donc, comme je le disais en introduction, une construction bizarre, pour être poli, originale. On a des institutions fédérales, mais on a des institutions qui restent essentiellement intergouvernementales. Les institutions fédérales, c'est essentiellement la Banque Centrale Européenne, la Cour de justice de l'Union Européenne, puisqu'elles prennent des décisions qui s'imposent à tous les États de l'Union Européenne et qui sont communes à tous les États de l'Union Européenne. Sauf que c'est ces institutions qui, par ailleurs, dialoguent entre elles. Je disais tout à l'heure que c'est la CJCE qui a interrogé sur les mesures prises par Draghi pour être avec une politique monétaire plus laxiste, ce qu'on revendiquait nous depuis longtemps. Un mec de Goldman Sachs de droite qui finit par mettre en place la politique que la gauche réclame depuis des années au niveau de la Banque Centrale Européenne. Voilà, mais ils dialoguent entre eux, ils n'ont de compte à rendre à personne, et c'est la CJUE qui a dit à la BCE « Oui, vous avez raison, c'est bien, c'est conforme au traité. » Ça n'est pas du tout, c'est pas grave. On va dire que c'est bien que la CJCE l'ait dit. Le problème, c'est que la CJUE et la Banque Centrale Européenne n'ont de compte à rendre politique, démocratique, évidemment, à personne. Donc François Hollande propose un truc génial qui s'appelle le gouvernement économique et un parlement de la zone euro.
pour répondre à cette opacité du cadre de négociation qu'on a vu sur la Grèce. Puisque l'Eurogroupe est un truc informel, il faut mettre de la démocratie, il faut qu'il y ait une politique dedans, et au moins il faut que le cadre politique soit transparent. Sauf que, ça change quoi? La BCE est toujours indépendante, la CJUE est seule compétente pour dire que la BCE a raison ou pas de faire ce qu'elle fait, et puis il y a le traité de Lisbonne, la TSCG, il y a le six-pack, la split-pack, le Parlement de la zone euro, le gouvernement économique de la zone euro, si tant est que quelqu'un est capable de me définir ce que serait un gouvernement économique de la zone euro, ils vont être obligés d'appliquer tout ça. Donc ça ne change rien. Donc les marges de manœuvre d'un gouvernement ou d'un parlement de l'eurozone, zéro. Par rapport donc le saut fédéral version Hollande, ça serait pire en fait. Ça peut être pire. Ça peut ne rien changer. Et dans le cadre actuel, le fait de rien changer peut être pire. Moi, je redis ce qu'était le saut fédéral qu'on pouvait espérer à gauche, et qui ne sont d'ailleurs pas aujourd'hui limités aux socialistes, aux sociodémocrates, travaillistes européens, puisque c'est vraisemblablement des idées qui sont aussi défendues à Syriza. Aujourd'hui, quand vous voyez les prises de position du Parti communiste français, Pierre Laurent, sur la crise grecque, je pense qu'on pourrait trouver aussi des accords. C'est un Parlement européen devant lequel la Commission européenne sera responsable, une indépendance limitée de la Banque centrale européenne. Je vous rappelle que la différence, par exemple, entre la Réserve fédérale américaine et la BCE, c'est que la Réserve fédérale, elle dicte toute seule sa politique monétaire. Néanmoins, elle est en dialogue constant avec les institutions politiques américaines, et le Congrès américain, il a la capacité de réformer les statuts de la BCE. Si ça lui convient, la Réserve fédérale. Ce que ne peuvent pas faire le Parlement européen. On ne peut pas modifier les statuts de la BCE. Donc même le fait même de pouvoir modifier les statuts de la BCE, et d'avoir cette épée de Damoclès, comme la dissuasion nucléaire, on ne l'utilise jamais, mais comprenez, on ne sait jamais. Attention, je peux appuyer. Ça peut fluidifier le dialogue politique. Bien entendu, la fin des logiques du pacte de stabilité, qui a été aggravée depuis des années, et un dialogue politique entre Commission, Parlement européen et gouvernements nationaux sur la politique économique. Alors, pour obtenir l'ensemble de ces réformes que je viens de dire, le chemin est relativement hasardeux, parce que, bien entendu, il faudrait d'abord, que la gauche européenne s'accorde entre elles sur ce qu'elle leur a proposé, ce qui est loin d'être gagné. Et ensuite, il faudrait trouver des alliés au-delà de la gauche européenne, dans les gouvernements, etc. Donc, on en est loin, mais entre nous, je dit, en l'état, sauf à faire le reste et à faire des trucs qui seraient vachement pires, je ne sais pas ce qu'on peut proposer d'autre. Alors, de la monnaie unique à la monnaie commune. Alors, il y a plein de gens qui disent qu'on peut passer à la monnaie commune et qu'on a eu tort de faire la monnaie unique et qu'on aurait pu faire la monnaie commune. Des gens très à droite, des gens très à gauche. Puis il y a aussi des gens de gauche, des économistes comme Frédéric Lordon, que j'ai choisi de mettre en exergue. Donc, une seule monnaie sur le marché d'échange, l'euro, mais qui serait échangée avec les autres devises internationales. Et dans cette nouvelle zone euro, il y aurait des monnaies nationales reliées à l'euro par un taux de change fixe mais ajustable sur la base d'accords politiques. Et enfin, des taux de change et des taux d'intérêt adaptés aux besoins des économies de chacun des États membres. Alors ça pourrait apparaître qu'une simple réforme technique, en fait c'est plus compliqué que ça, c'est un aménagement général des règles européennes avec une gestion de l'économie radicalement différente d'aujourd'hui. D'ailleurs Frédéric Lordon le disait, il s'agit d'un bouleversement des structures. La sortie de l'euro dont on vient d'esquisser la trajectoire prend nécessairement ce caractère parce qu'elle flanque délibérément par terre la finance et que la finance est au cœur du capital. Donc ce que dit Frédéric Lordon, si on va au bout de la logique à lui, c'est que c'est aussi une stratégie de rupture avec le capitalisme. En tout cas, le capitalisme financier transnational tel qu'il est aujourd'hui, lui c'est ce qu'il souhaite, c'est un débat intéressant.
La question de la monnaie commune plutôt que de la monnaie unique peut aussi être un débat intéressant. On n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'à la rupture avec le capitalisme. Bien entendu, derrière, ça pose quand même la question de la nationalisation du système bancaire, etc. Mais des choses qu'on a fait dans le temps. Hein, quand même. Le retour des États-nations. Alors, il y a des choses dans le retour des États-nations qui sont faisables et d'autres qui me paraissent dangereuses à long terme. Le retour des États-nations, c'est simplement se dire qu'avec des institutions européennes qui sont devenues post-démocratiques, il faut se servir de la logique intergouvernementale qu'on dénonçait autrefois pour dire stop. Donc il y a la fameuse politique de la chaise vide à la De Gaulle, en disant écoutez, tant que vous me faites chier, ciao, et puis débrouillez-vous pour faire fonctionner les institutions sans moi. Sauf que depuis De Gaulle, on a quand même beaucoup plus intégré les choses et qu'il y a plus de majorité, de décisions à la majorité, etc. Il y a aussi l'idée qu'à un moment, dans un rapport de force politique à construire, les rapports de force financiers et budgétaires, ça existe, que la France verse plus à l'Union que ce qu'elle reçoit, et qu'à un moment, on peut dire, écoutez, oui, je sais, on a peut-être des trucs à régler chez nous, mais en attendant, on refuse de payer. Ça peut être aussi, voilà, mais il faut avoir un projet à mettre derrière le bras de fer intergouvernemental. Donc après, ça veut dire aussi se trouver des alliés, rentrer dans un... C'est pas uniquement je fais ça parce que vous m'embêtez, alors je fais mon caca nerveux de mon côté. Hein. Le retour des États-nations, c'est la stratégie de Cameron. Dire votre Union européenne qui pourrait être un jour fédérale ou solidaire, ça m'emmerde vachement si c'est pas uniquement le grand marché économique, moi je me barre. Et donc je vais faire un référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne. Je veux pas qu'on sorte, hein, mais vous dégagez toutes les règles qui font que c'est pas autre chose qu'un marché unique. Voilà. Aujourd'hui, à mon avis, il va avoir un gros problème, c'est que je ne pense pas que cette stratégie lui permette de s'en sortir par rapport à la pression du UKIP, le parti de l'indépendance du Royaume-Uni, qui n'a pas réussi à lui tailler des croupières aux élections générales que Cameron a largement gagné grâce à l'effondrement des travaillistes et grâce à l'effondrement des libéraux-démocrates. Mais dans un débat référendaire où le populisme peut marcher à fond, je pense que Cameron va avoir du mal. Corbyn a pris une position intéressante pour dire je ne vais pas faire campagne pour Cameron, mais sa stratégie est une stratégie cynique qui risque de tuer l'Union européenne, qui pour les Britanniques a apporté plus socialement que les lois internes. Donc pour les Britanniques, quand t'es de gauche, effectivement, l'Union européenne jusqu'ici, ça a plutôt été positif, ce qui leur a apporté plus de protection. Nous, ça nous a apporté plus de contraintes budgétaires et financières. Mais pour les Britanniques, ça ne peut être qu'un positif. Donc, je vous mettrai en document le discours de Corbyn là-dessus. Et après, le retour des États-nations, ça peut être aussi la dislocation de l'Union européenne. C'est ce qu'espèrent tous les nationalistes, tous les xénophobes, le Front National en tête, dans l'Union. Je ne donne pas cher de la peau de nos États respectifs au-delà, mais je ne sais pas non plus si nous serons capables d'affronter la prochaine crise, parce que forcément il y en aura une, nos institutions sont bancales, tout ce qui a été mis en place pour affronter les crises financières, le mécanisme européen de stabilité, le fonds européen de stabilité, etc., ne serait vraisemblablement pas suffisant pour affronter une éventuelle explosion d'une nouvelle bulle financière, etc. Donc, et puis, tout ce que je disais précédemment est toujours en germe, c'est-à-dire que les divergences des économies européennes s'aggravent, et que si effectivement on ne trouve pas une solution à moyen terme pour sortir de la situation actuelle, on n'aura pas que des États et des peuples aussi raisonnables que les Grecs, parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était des irresponsables, ils ont élu Syriza. Syriza paraît plutôt responsable quand même. Je rappelle qu'avec toutes les emmerdes que la Grèce connaît depuis 5 ans, 6 ans, les néo-nazis ne font pas plus de 7%. J'ai connu plus irresponsables et plus populistes comme peuple.
Je pense qu'en France, on serait confronté à la situation de la Grèce. Marine Le Pen ne serait pas à 25 ou 30%. Voilà.